Yo yo yo, c'est Ibélion, vous êtes dans le 8e épisode de Chemin d'artistes et d'auteurs, et aujourd'hui on se fait un petit récap des livres qui m'ont marqué en 2024. On va parler de l'Assassin Royal, des accords Toltec, de lutter contre le syndrome de l'objet brillant et de Jack London. Sur ce, bonne écoute et on s'attrape bientôt. Et c'est parti pour ce petit épisode de podcast un peu spécial. Épisode 8, ambiance plutôt violette aujourd'hui, violette avec un peu de rouge aussi. Pourquoi le violet ? Parce que j'ai une petite chemise blanche avec des rayures qui sont violettes. Vous ne le verrez pas à la caméra, vous l'entendrez encore moins si vous écoutez ça en podcast, mais maintenant vous le savez. Voilà. Épisode spécial parce qu'aujourd'hui, on va faire un petit récap des lectures, de mes lectures de 2024. Et il n'y en a pas eu tant que ça, en vrai. Et en plus, j'ai fait une petite sélection parce que sinon, je me connais. On va parler pendant 4 heures. Et j'ai pas 4 heures devant moi, en fait, pour la simple et bonne raison que ma caméra n'a plus qu'une heure d'autonomie. Donc, on se concentrera de parler au maximum 1 heure. Voilà. Je vous le dis. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre chaque livre. On va faire un petit débrief de chaque livre. Je vais vous dire, est-ce que je vous le conseille, tout ça. Et après, on va faire une petite lecture des notes que j'ai pu prendre. Je vais vous lire des petits passages du livre. On va rebondir, on va discuter de ce que ça nous inspire, etc., etc. Cela étant dit, l'année 2024 a été particulière parce que j'ai eu énormément de travail professionnel, de tout ce qui n'a rien à voir avec ma passion de l'écriture, de la création, tout ça, et énormément de travail dans la création. Et donc forcément, j'ai moins lu que les années précédentes. Mais j'ai quand même lu, j'étais à un peu plus d'un livre par mois, et puis bon, j'ai lu quand même des gros pavés, typiquement les 4 premiers tomes de l'Assassin Royal, donc ça fait quand même un paquet de pages, voilà. Et j'en ai retenu 4. J'en ai retenu 4. J'ai retenu 4 livres. Donc on va vous parler, comme si j'étais... Ah oui, parce que je vous ai pas dit. Je suis plusieurs dans ma tête. Donc vous allez avoir les interprétations de Sam le Barjo, de Sam le Normal, et de Sam le Pragmatique. Voilà. Je vous laisserai deviner qui est qui quand je parle. Bref, je regarde mes notes pour savoir de ce que je vais vous parler. On va parler, le premier livre, en plus c'est un livre que j'avais acheté il y a longtemps, quand j'étais parti à New York, qui s'appelle Essentialism. Donc toutes les citations que je vais vous lire vont être en anglais pour votre plus grand plaisir. Ensuite, on va parler du Vagabond des étoiles de Jack London, qui était ma première lecture de Jack London, je crois. Ou alors je mettrai un bémol, mais ma première lecture de Jack London, dont je me rappelle, est ma première lecture un peu active. Ensuite, on va parler des accords Toltec. C'est un énorme classique. Vous découvrirez peut-être rien, et si vous l'avez pas lu, j'espère vous donner envie de le lire, parce que c'est vraiment un livre d'utilité publique, je le dis tout de suite. Et on va parler de l'Assassin Royal, et des 4 premiers tomes de l'Assassin Royal, très exactement, qui m'a passionné, et puis surtout, c'est qu'il faut le noter, hein, c'est exceptionnel. L'année 2024 marque l'année où j'ai appris que Robin Hobb était une femme. Voilà. J'ai donc vécu plus de 25 ans dans l'ignorance. Écoutez, c'est la vie. Ceux qui le découvriront en écoutant ça, bienvenue au club. vous êtes pas tout seul. Donc voilà, j'ai écrit aussi, bon, j'aurais aimé lu plus, ça je vous l'ai dit, hein, évidemment. Parfois le devoir est ailleurs. Exactement. Parfois le devoir est ailleurs. On va commencer par Essentialism. Alors, pour tout vous avouer, je l'ai vraiment lu au début de l'année 2024. Donc j'avais très peu de souvenirs de ce livre. C'est un livre qui parle du fait de réussir à se focus sur quelque chose. D'arriver, vous voyez la couverture, c'est genre un espèce d'énorme gribouillis, tu vois. Un cerveau très occupé qui sait pas dans quelle direction il va. Et une ligne droite à côté. Pour montrer que la notion d'essentialisme, je
sais pas comment on va pouvoir le dire en français, parce que je vais dire essentialisme tout le temps là. Bref, cette notion-là, c'est le fait de réussir à se focus sur une direction, une idée pour avancer au maximum. Et ça rejoint un peu ce que j'avais raconté dans un épisode avant, où je disais que l'important c'était de prendre des décisions qui étaient en congruence avec nos rêves. C'est un peu ça, essentialisme. Et donc en fait c'est un livre qui m'avait quand même marqué un petit peu inconsciemment parce que je retrouve des éléments dans ce que j'ai pu partager cette année. Mais pour tout vous avouer, je me rappelais pas du tout de ce livre. Et je me suis dit ouais, est-ce que j'en parle? Bon, et puis j'ai quand même relu mes notes et en fait il est pas mal quand même. Franchement, il est pas mal. Il y a vraiment plein de points hyper intéressants. Surtout si vous êtes quelqu'un qui a le syndrome de l'objet brillant. Si je peux le définir, c'est le fait de faire un truc, d'avoir une idée, de switcher sur cette nouvelle idée, d'en avoir une autre, de switcher sur une autre idée, etc., etc. Et donc d'avancer sur 50 trucs, et donc dans la finalité d'avancer sur un peu rien. Je dis pas qu'il faut avoir qu'un seul sujet en tête. Je dis pas qu'il faut vivre et dormir et manger un seul sujet. Pour la simple et bonne raison que je pense que la plupart des très gros projets nécessitent forcément des collaborations. Qui dit collaboration dit moment où vous n'allez pas avoir la main sur ce que vous faites parce que quelqu'un doit faire quelque chose, parce que quelqu'un doit vous relire. Et donc, il y a des blancs en fait. Il y a des moments où vous n'avez rien à faire. Et c'est là que c'est bien d'avoir plusieurs projets. Parce qu'en fait, comme ça, sur le moment où le premier est en traitement ailleurs, vous pouvez avancer sur le deuxième. Moi, c'est toujours à cause de ça que je commence des nouveaux projets et que je me retrouve avec beaucoup de projets à la fin quand même. Donc ça reste un sujet évidemment, l'essentialisme. Putain, qu'est-ce qu'il est dur à dire ce mot-là. J'espère qu'il n'y a pas d'anglophones qui m'écoutent. Ils vont critiquer mon accent anglais et ça va être terrible. Enfin, en tant que français, vous pouvez aussi critiquer mon accent anglais, il n'y a pas de problème. Donc ce livre est génial. Il est génial quand vous avez le syndrome de l'objet brillant, quand vous ne savez pas quel genre de processus mettre en place pour vous focus, pour avancer. Ce livre, il a aussi une petite histoire. J'ai une grande attache émotionnelle à ce livre parce que je l'ai acheté à New York. Quand je suis parti en voyage pour voir ma sœur avec mon meilleur pote, c'était exceptionnel. Les bibliothèques américaines remplies de livres de développement personnel. À une époque où j'en consommais un max, c'était vraiment le rêve. Et la seule raison qui a fait que j'en ai acheté qu'un seul, c'est parce que j'avais pas la place dans ma valise. Si ça avait tenu qu'à moi, j'en aurais acheté 50. Voilà, je le dis, j'en aurais acheté 50. J'avais choisi celui-là parce que j'aimais bien la couverture, que je me reconnaissais un peu dans le syndrome de l'objet brillant, même si je l'avais beaucoup moins à l'époque. En fait, je faisais rien à l'époque, donc forcément, ça a simplifié les choses. C'est-à-dire, j'avais des idées, mais je faisais rien. Donc bon, voilà. En fait, j'adorais l'intérieur du livre, parce qu'il y a des pages un peu stylisées, en noir et blanc, avec des dessins et tout. Franchement, c'était cool. J'aimais bien. J'avais été victime du marketing. Mais franchement, très beau livre. Très beau livre et très bon livre. Et donc, on va lire quelques passages. J'ai mes notes sur le côté. Et je vais juste simplement lire quelques passages. La première chose que j'aimerais lire, c'est une phrase qui est une citation de l'auteur. En fait, il cite la poète Mary Oliver et il nous dit « Tell me what is it you plan to do with your one wild and precious life ». Et cette citation, elle est au début du livre parce que il veut souligner le fait que la vie est courte, qu'on n'en a qu'une seule, et que c'est dommage de ne pas accomplir nos rêves pendant cette vie. Et c'est un peu le postulat de base du livre. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, oui mais finalement, pourquoi prioriser, pourquoi faire qu'un seul truc et pas 50 à la fois, quitte à ce que je mette 50 fois plus de temps pour tout faire. Et pour la raison simple et claire qu'à la fin, tout le monde meurt. Donc ça serait bien de réussir à faire des trucs avant que ce soit notre tour. Et donc, c'est une citation cruciale du début du livre. C'est le postulat de base. Voilà pourquoi
vous devez écouter tout ce que je vais raconter après. Deuxième citation, extrêmement importante, qui a finalement rien à voir avec le titre du livre, mais un peu quand même. Il dit « Sleep will enhance your ability to explore, make connections and do less but better through your waking hours. » J'ai beaucoup aimé cette phrase, malgré sa simplicité, parce qu'elle pointe du doigt un défaut qu'on a énormément quand on a beaucoup d'idées, quand on veut faire beaucoup de choses, c'est qu'on a tendance à négliger notre sommeil, et négliger le sommeil, c'est destructeur. C'est vraiment destructeur. Si je devais accompagner quelqu'un demain, je pense que peut-être la première chose que je verrais avec lui, c'est son rythme. Il ne s'agit pas de devenir un entrepreneur qui se lève à 4 dumes, qui dit « le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt » et qui prend des douches froides à 4h30 et qui ensuite fait 4 heures de deep work pour arriver à 10h30. Non, c'est pas de ça dont il s'agit. Vous avez le rythme que vous voulez, vous vous levez à l'heure que vous voulez. La seule chose, c'est d'avoir une stabilité dans son sommeil. Et donc après, là, il y a énormément de techniques, je vous invite à vous renseigner là-dessus, mais globalement, avoir une routine, c'est-à-dire une heure de coucher et une heure de lever fixe, ça aide quand même énormément. Le grand mal de ce monde actuellement, c'est que généralement, en semaine, vous avez des horaires de semaine parce que vous travaillez et que vous vous levez tôt, et en week-end, c'est pump it up et tout est déphasé. Et le truc, c'est que 2 jours de déphase sur 7 jours, c'est genre énorme. Et donc, en fait, ça bousille absolument tous les cycles, quoi. J'exagère, il ne s'agit pas non plus de tout micro-optimiser, mais dans l'idée, quand... Moi, je sais, à titre personnel, que quand j'ai des phases où je sais que je dois énormément travailler et être très productif, en fait, ce que je fais, c'est que je mets mon réveil à la même heure tous les jours. Et si c'est 7h, si c'est 6h30, samedi, dimanche, c'est pareil, c'est 6h30. Au bout de quelques semaines, votre corps s'habitue et en fait, vous n'avez même plus besoin de réveil, même si c'est très tôt. Parce qu'en fait, vous êtes câblé sur une durée, vous vous couchez à la même heure, vous tombez instantanément et vous vous levez le matin, frais comme un gardon. Voilà. Là, j'ai fait un peu la théorie en rapide en vrai. Je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus de mal avec le sommeil. C'est pas toujours évident d'arriver à trouver son rythme. Mais je vous encourage à le faire parce que c'est vraiment la première étape clé. Et c'est encore plus vrai dans l'écriture parce que l'écriture, c'est un truc quand même un peu ingrat où il faut le faire tous les jours, il faut avancer, etc., etc. Et donc, avoir une routine qu'on aime bien, parce que c'est toujours là le truc aussi, hein, c'est que c'est bien beau d'inventer des routines cheloues, mais s'il n'y a aucune adhérence, ça sert à rien. Donc c'est pour ça qu'il faut connaître, il faut se connaître. Avant tout, se connaître, ensuite sa routine de sommeil, et ensuite, je suis quasiment sûr que vous réussirez à faire ce que vous voulez. Voilà pour la deuxième citation. Et donc, ensuite, quelle citation je vais choisir ? C'est peut-être, s'il y en a une seule à retenir de ce livre, c'est peut-être celle-là. If it isn't a clear yes, then it's a clear no. Et j'aime beaucoup cette phrase parce que c'est un peu le truc, en fait, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut arrêter de tergiverser, faut y aller, quoi. Voilà, c'est tout. Autre citation que j'ai kiffée. Eliminate is simply any activity that is misaligned with what you're intending to achieve. C'est ce que je disais la dernière fois, congruence et cohérence des décisions vis-à-vis des rêves qu'on a. Et souvent, quand on dit « j'ai pas le temps », en fait, c'est pas vrai. Déjà, faut arrêter avec ça. Voilà. Petit conseil de vous à moi. Ne dites plus jamais « j'ai pas le temps ». Assumez et dites « je n'ai pas pris le temps de ». Quand on dit « je n'ai pas pris le temps de », alors déjà on se responsabilise, et puis surtout, il y a une notion de on peut changer les choses en fait. On est maître de notre temps.
Quand on dit j'ai pas le temps, c'est comme si on subissait le temps. Et donc en fait, que même si on voulait, on pourrait rien changer. Mais ça, je pense que c'est pas vrai. En tout cas, c'est mon avis personnel. Donc je préfère dire je n'ai pas pris le temps de, parce que ça permet de mettre en relief après les différentes tâches qu'on a à faire et de dire ok, là il me reste 2 heures, j'ai ces 5 tâches à faire, je sais que je vais pas pouvoir toutes les faire. Donc je vais en choisir seulement une, seulement 2, seulement 3 peut-être. Et je vais les faire à fond, je vais les faire bien. Et les 2 autres, ça sera pour plus tard. Et ça, c'est un choix qu'on fait en étant congruent avec l'objectif qu'on veut atteindre. Donc je sais pas, par exemple, je suis dans une situation. Toute ressemblance avec la réalité est évidemment fortuite. Je suis dans une situation, je dois finir l'écriture de mon livre. Et en même temps, il faut vraiment que je commence à regarder la saison 2 d'Arcane. Et là, je me dis, putain, qu'est-ce que je fais ce soir? Et après, je repense. Je me dis, c'est quoi mon rêve, dans le fond? C'est d'écrire des livres. C'est pas d'avoir regardé la saison 2 d'Arcane, donc je décide d'écrire. Et de pas regarder la saison 2 d'Arcane. Donc je décide délibérément de ne pas avoir le temps de regarder la saison 2 d'Arcane. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est un choix. J'ai choisi d'éliminer ce truc-là parce que c'était pas congruent avec mon objectif. Et donc je ne prends pas le temps de regarder la saison 2 d'Arcane. Ce qui me crée une immense frustration. Non, je rigole. Franchement, non, parce que du coup, je suis aligné avec mes objectifs. Je la regarderai un jour quand j'aurai le temps et quand je me serai réabonné à Netflix aussi. C'est un autre détail. Oh, celle-là, elle est très belle. J'aime beaucoup ces phrases poétiques, très courtes, et on peut les twister un peu comme on veut et leur faire dire ce qu'on veut. Donc je vais pas forcément en parler de celle-là, mais elle fera son petit bout de chemin et on arrivera tous à des conclusions différentes. C'est une citation d'Hemingway qui est « Courage is grace under pressure ». Et j'aime bien celle-là. J'aime bien. Mais je vais rester mystérieux. J'invente un mot en plus. Voilà. Oui, ça c'est pas une citation, je vais pas tout vous lire, mais c'est un truc que j'ai extrêmement apprécié dans ce livre, c'est qu'il y a un peu de pratique, que ce soit au travers d'exercices ou vraiment de situations, de mise en situation réelle, dans laquelle on peut appliquer ce qu'il nous dit. Et il y a notamment un truc qui s'appelle le no répertoire, le répertoire du nom, putain je sais pas comment on dit répertoire en anglais, bref, le répertoire du nom, où il donne 8 exemples de manières de dire non sans que ça soit trop sévère, tu vois. Et donc, il y en a plusieurs, alors est-ce que je peux toutes vous les faire? Il y a le silence, il met le silence gêné. Voilà. Il dit, celle-là, elle est marrante, ouais. Au lieu d'être contrôlé par la peur d'un silence gêné, utilisez-le. J'adore. Parce que ça c'est un truc génial. C'est que le silence, on déteste le vide en tant qu'être humain. Et donc, parfois, quand on dit rien, la personne qu'on a en face de nous va forcément se mettre à parler. Et c'est génial. Et faut lutter, hein, parce que putain, ça met mal à l'aise. Ah, ça met mal à l'aise. Mais de toute façon, vous l'avez déjà forcément vécu, ça. Moi, ça me le fait souvent, là. T'es là, et tu sais, genre d'un coup, tu te mets à avoir chaud, et t'as envie de dire un truc qui te passe par la tête. Et donc souvent, tu dis un truc genre, voilà. Et ouais, bah ouais, hein, voilà. Vous voyez ce genre de situation? Utilisez le silence gêné. Ça marche en négociation de temps en temps. Voilà, je vous le dis. À creuser. Et donc, il y a plein d'autres noms, d'autres manières de dire non. Tu vois, il dit dites-le avec humour, dites-le de manière détournée. Tu vois, il cite l'exemple. Je parlais d'exemple. Quelqu'un lui demande sa voiture et il dit en fait, je veux bien qu'il la prenne, mais j'ai pas envie de devoir faire le taxi. Et donc, plutôt que de dire bon, ok, mais par contre, je fais pas le taxi, tu vois. Et donc, de passer pour un mec, tu vois, finalement un peu abrupt qui dit non, bah, à la place de ça, et donc il lui dit bien sûr, tu es le bienvenu pour emprunter ma voiture, et dès que tu en auras besoin, je te mettrai les clés à disposition. Sous-entendu, je ne te conduirai pas, mais il a pas dit non, tu vois. Voilà, c'est ce genre de petits tips que moi j'ai énormément apprécié dans ce livre. Oh oui, celle-là, elle est très très belle.
citation extrêmement, extrêmement belle. Knows that if you have limits, you will become limitless. Et j'adore cette phrase parce que c'est ce genre de phrase qui paraît paradoxale au premier abord et qui en fait est hyper puissante. Tu vois, c'est comme, je sais pas, on imagine un ruisseau, il y a une quantité d'eau finie qui doit aller le plus loin possible. Et en fait, on se rend bien compte que si l'eau peut aller partout en largeur, bah en fait, elle ira pas très loin. Tandis que si on met des limites et que elle peut couler en largeur que sur 1 mètre, bah elle ira vachement plus loin. Je sais pas si c'était suffisamment visuel, mais quand on met des limites, on n'en a plus. J'aime beaucoup ce paradoxe. Un autre très gros point fort de ce livre, c'est qu'il introduit aussi la notion de flow. De toute façon, il récupère, je sais plus, j'en ai déjà parlé, mais un livre qui s'appelle Vivre, qui a été écrit par un mec qui a un nom que je n'oserais pas prononcer, parce qu'il est super long et super compliqué, mais qui définit cette notion de flow. Et dans ce livre-là, Essentialism, il y a cette notion qui est utilisée, et il y a une citation de Oden qui dit « Routine in an intelligent man or woman is a sign of ambition ». Et j'aime bien cette phrase parce que quand on se fait une routine à notre image, qui est encore une fois congruente avec les rêves qu'on a, en fait on rend l'exécution de ce rêve sans effort. J'avais le mot effortless en anglais, putain je suis vraiment un connard. Mais on rend l'exécution de notre rêve vraiment sans effort. Et ça c'est vraiment un super pouvoir. En vérité, c'est vraiment super puissant. Je dis vraiment. Bref. Et je pense sincèrement que sur ce livre, j'ai dit le principal. Je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà un moment. Et si je parle de aussi longtemps sur tous les livres, ça risque d'être compliqué. Mais voilà pour Essentialism. Donc je vous le conseille. J'imagine qu'il existe une version française, une version audio, je sais pas. Mais en tout cas, si vous vous reconnaissez dans la personne qui a le syndrome de l'objet brillant, qui ne sait pas se focus et qui a besoin de savoir comment se focus en se mettant des limites, en sachant dire non, ce livre, il est vraiment fait pour vous. Donc foncez sur Essentialism. Livre 2, Le Vagabond des étoiles. Le Vagabond des étoiles. Et ben alors ça, je peux vous dire que c'est une giga claque. Voilà, je pose les bases. Le Vagabond des étoiles. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre quand j'ai commencé Le Vagabond des étoiles. Je savais pas ce que ça racontait. Donc j'y suis vraiment allé en mode découverte. Je suis fan de Nekfeu. Donc forcément, comme il parle souvent de Jack London, je me disais, il faut que j'ai la curiosité quand même de savoir qu'est-ce que raconte Jack London. Et franchement, j'ai été halluciné par ce livre. Je sais même pas par où commencer. Si, je peux commencer quand même par dire que j'ai été hyper impressionné par la justesse. Alors oui, il y aura des spoils. Hein. Là, je vous le dis, je vais parler de l'histoire. Donc, si vous voulez pas vous spoiler Le Vagabond des étoiles, sautez la partie sur Le Vagabond des étoiles. J'ai été hyper impressionné par la manière qu'il avait de raconter les réincarnations précédentes du personnage principal et de transmettre toute l'humanité et toute la puissance de ces vies-là. À chaque fois, c'est assez court, mais ça va pile dans le détail pour qu'on se sente accroché à l'histoire, quoi. Et donc, on découvre plein de vies nouvelles comme ça. Et au final, on est toujours accroché. C'est toujours poignant, c'est toujours plein d'émotions. Et ça, j'ai trouvé ça super fort parce que c'est pas un livre très long non plus. Et il a pas besoin de 500 pages pour qu'on s'attache à un personnage.
il a besoin de quelques lignes. Et ça, j'ai trouvé ça super puissant. Et j'ai pas réanalysé a posteriori pourquoi et comment il arrivait à créer ça, mais selon moi, il est dans le juste niveau, si je devais le construire là mentalement. Pour moi, il est dans le juste niveau entre la description et l'action, qui fait qu'on a suffisamment de petits détails qui sont toujours en résonance avec ce qui se passe, et ce juste équilibre fait vraiment mouche. Voilà. Et je crois que mon préféré, c'est l'histoire du petit garçon quand ils font le trajet dans le désert avec les Indiens là. Ouais, putain, ça j'avais été marqué. Et le mec aussi qui vit en Corée là. Ouais, cette histoire aussi, elle est dingue. Elle est dingue. Et le deuxième point pour lequel ce livre est vraiment passionnant, c'est philosophiquement. Philosophiquement, j'en reparlerai après dans un des autres livres, mais je pense que ce livre, il a inspiré beaucoup de gens. Cette histoire de réincarnation, elle est géniale. Et elle est tellement bien amenée qu'on a vraiment envie d'y croire, quoi. Et moi, mon interprétation... Alors attendez, avant de parler de l'interprétation, je vais regarder si je peux lire peut-être une ou deux lignes qui m'ont marqué. Vous voyez, je viens de mettre un doigt sur l'histoire du petit garçon dans le désert. Je m'étais noté à l'époque, je complète du coup ce que je disais, il y a toujours une notion, c'est comme s'il y avait une courbe sinusoïdale de l'espoir, et en fait on oscille toujours entre « Ah putain, ils vont peut-être s'en sortir ». Non, il y a presque aucune chose qui s'en sorte. Et on oscille toujours sur cette courbe, et en fait cette courbe-là, elle nous tient réellement en haleine. Parce qu'il y a toujours un truc où on se dit « Ah putain, peut-être que... Ah merde, en fait non ». Et tu vois, toujours cette sinusoïde. Ça, c'était ouf. Si, vous voyez, une phrase que j'aime bien dans ce livre, je vais pas vous en lire beaucoup, je vous laisserai découvrir, mais il n'y avait pas chez lui la moindre imagination, et toute autre foi lui était étrangère. C'est bien ce que Morel avait observé de son côté. Le manque de foi avait empêché Oppenheimer de réussir, dans la camisole, l'expérience de la petite mort. J'adore de voir que volonté, foi et imagination soient finalement les premières pierres identifiées pour réussir quelque chose. Il y a beaucoup dans ce livre, il y a aussi beaucoup, on sent énormément l'amour. D'ailleurs, je suis pas encore arrivé à la fin de mes notes, mais le dernier mot du texte est le mot aimer, si je dis pas de bêtises. Et là, il y a une citation que j'adore, c'est « Lorsque s'aiment un homme et une femme, rien ne saurait les tenir écartés l'un de l'autre, et les royaumes peuvent crouler sans faire se desserrer l'étreinte de leurs bras. » Je trouve ça génial. Pour moi, tu vois, l'amour, c'est ça. C'est la dévotion extrême à soi et à l'autre, et le fait que, quelles que soient les difficultés, on s'en sort toujours. Et ouais, un petit côté fleur bleue à la vie à la mort, tu vois. C'est un peu moi, ça. Bref. Bon, vous voyez, je voulais pas vous en donner trop, mais celle-là, elle est géniale aussi. Qui se soucie des fleurs quand elles fleurissent toujours? Je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Et ça s'inscrit parfaitement, je pense que c'est le moment de parler du message du livre, selon moi. Ça s'inscrit parfaitement dans ça. C'est qu'en fait, dans cette métaphore, pour moi, les fleurs, c'est le bonheur. Et qui se soucie du bonheur s'il est toujours là? Qu'est-ce que c'est le bonheur s'il est toujours là? Et en fait, il y a un peu cette métaphore dans le livre, pas un peu, pour moi, il y a cette métaphore dans le livre, qui est que la vie est dure, la vie est faite d'épreuves, et c'est en les franchissant qu'on atteint le bonheur, qu'on atteint nos objectifs, etc., etc. Et c'est ça que je trouve génial dans ce livre. Et d'ailleurs, je vais aller à la toute fin. Et donc, ma conviction personnelle en ayant lu ce livre, c'est que c'est une ode à la vie, à l'espoir. Voilà. Pour moi, ce livre est une ode à l'espoir. En fait, ce que nous raconte, je pense, de manière métaphorique, l'épreuve de la camisole de force que subit le personnage principal et
euh, l'épreuve de la petite mort pour parvenir à s'en libérer finalement. Pour moi, ça, je l'interprète comme une métaphore. Là, je fais vraiment mon prof de français qui invente des trucs. Parfois, on ne sait pas si c'est ce qu'a voulu dire l'auteur. Mais moi, c'est ça que j'aime dans les histoires. C'est que les lecteurs se l'approprient et racontent ce qu'ils veulent. Pour moi, ce livre, la métaphore derrière, c'est que la vie est extrêmement dure. C'est impossible de vivre une vie sans douleur et sans effort. Par essence, c'est compliqué. Et la seule règle, c'est qu'il faut jamais abandonner. Et il y a toujours des épreuves. Et il y en a certaines qui sont encore plus insurmontables que d'autres. En l'occurrence là, la petite mort. Mais quand elles sont néanmoins surmontées, eh ben, il y a un espèce d'état de plénitude qui est atteint, quoi. Et je pense que notre époque nous fait bêtement croire que tout nous est dû, alors que c'est pas le cas. On est responsable de toutes nos actions. C'est nous les responsables, les premiers responsables de notre propre bonheur. C'est essentiel, selon moi, de comprendre ça pour aller chercher son bonheur, quoi. Et c'est pour ça que j'ai adoré ce livre. Voilà. Et je vais finir sur la fin, parce que c'est quand même un beau message. Je termine ici, je ne puis que me répéter. Il n'y a pas de mort absolue, l'esprit est la vie, et l'esprit ne saurait mourir. Seule, la chair meurt et passe, et, par l'effet de fermentation chimique, se dissout et se transmute pour renaître, comme une matière plastique, sous des formes nouvelles et diverses. Formes éphémères qui, à leur tour, périront pour renaître encore. Qui serais-je quand je revivrai ? Voilà ce qui me préoccupe. Qui serais-je et de quelle femme serais-je aimé ? Donc la finalité, c'est l'amour, quelque part. Et ça, je trouve ça magnifique. C'est tout ce que j'ai à dire sur Le Vagabond des étoiles. C'est un livre qui m'a marqué. Je vous encourage à le lire. Pour moi, Le Vagabond des étoiles, comme je l'ai expliqué, c'est une ode à la vie, c'est une ode à l'espoir. Dans cette époque où on pense que tout nous est dû, qu'on n'est pas responsable de rien, et que c'est les gens qui nous dirigent, qui doivent nous conduire vers le bonheur, ce livre a pour moi été une bouffée d'oxygène qui m'a fait dire que je suis le premier responsable de mon bonheur. Je suis le premier responsable pour affronter les épreuves que je rencontre dans ma vie. Et rien que pour ça, je remercie Le Vagabond des étoiles de Jack London. Troisième livre, et il faut que je me dépêche parce que j'ai plus beaucoup de batterie dans ma caméra. Les accords Toltec. Alors, pour les accords Toltec, je vais pas lire de citation du livre parce que je pense que c'est un livre qu'il faut se prendre. À l'époque, je parle comme si j'étais un ancien, cette année, je ne voulais pas spécialement le lire parce que je me disais ouais mais il est super mainstream, en vérité je vais retrouver que des idées que je connais déjà, etc. J'ai pris un mur. J'ai lu ce livre, j'ai pris un mur. Pour moi, si je devais le résumer en une phrase, c'est livre d'utilité publique. Je pense, à titre personnel, que si tout le monde avait l'ouverture d'esprit pour lire ce livre, alors je dis l'ouverture d'esprit parce que il faut quand même pousser la barrière un peu de la spiritualité parce qu'il y a un peu cette notion sous-jacente dans le livre. Mais selon moi, qu'on soit athée, agnostique, j'en sais rien, on peut lire ce livre et être touché. Et si tout le monde lisait ce livre, je pense qu'on ne mesurerait pas les effets positifs que ça aurait sur le monde. C'est un livre qui parle de 4 règles à respecter. La première, c'est que votre parole soit impeccable. Donc sous-entendu, ne pas cracher sur les gens, ne pas critiquer. La seconde, c'est n'en faites pas une affaire personnelle. Le sous-entendu, c'est quand on vous dit quelque chose, c'est pas ce que vous entendez qui est important, c'est le fait de comprendre que c'est ce qu'a dit la personne. C'est pas contre vous. Il est peut-être énervé,
s'est peut-être levé du pied gauche, il a peut-être eu un accident, il a peut-être eu une épreuve très dure dans sa vie. Bref, on fait de rien une affaire personnelle. Voilà. Même quand quelqu'un vous dit « vous êtes nul », peut-être que ce qu'il projette sur vous, c'est simplement sa propre nullité. Voilà. Troisièmement, ne faites pas de suppositions. Et ça, c'est tellement important. On passe notre vie à faire des suppositions. On passe notre vie à interpréter et à créer de l'implicite. Ne faites pas de suppositions. Et si vous voulez en avoir le cœur net, rendez explicite ce qui est implicite. Vous posez la question, vous en parlez. Pas en mode passif-agressif dégueulasse. Votre parole doit être impeccable, je vous le rappelle. Et donc vous le faites, vous pouvez faire les trucs classiques. Quand tu dis que, je ressens que. Voilà. Pas d'inconditionnel, évidemment. Pas d'attaque ad hominem, parce que notre parole doit être impeccable. Et les 3 premières règles pourraient paraître très prescriptives. Et c'est pour ça qu'il y a la 4e. Toujours faire de son mieux. Et c'est pour ça que j'ai été très touché par ce livre, parce qu'à contrario de beaucoup de livres de développement personnel, qui nous expliquent comment vivre notre vie, qui nous disent tu dois absolument faire A pour arriver à Z, et ce livre, il nous dit tu devrais faire A, B et C, mais n'oublie pas de juste faire de ton mieux. Et donc l'important, c'est pas que notre parole soit toujours impeccable à partir du moment où on aura lu ce livre. L'important, c'est qu'à partir du moment où on l'a lu, on se questionne toujours de savoir si notre parole a été impeccable. Et parfois, elle le sera pas. Et oui, mais on aura fait de notre mieux, et on l'aura peut-être remarqué. Et peut-être que la prochaine fois, on le fera pas une nouvelle fois, etc., etc., etc. L'objectif, c'est toujours de s'améliorer. Il y a une grande bienveillance qui découle et qui émane de ce livre. C'est pour ça que pour moi, il est vraiment d'utilité publique. Et je pense que maintenant, avec tous les livres de développement personnel que j'ai lus, ça serait peut-être le premier que je conseillerais. Je le trouve vraiment génial. Et en fait, je dis développement personnel, mais même pas. C'est utile dans absolument tous les pans de la vie. Donc, foncez sur ce livre. Franchement, vous le regretterez pas. C'est sûr et certain. Et enfin, dernier livre. Il me reste une 20aine de minutes. C'est parfait. C'est parfait. L'Assassin Royal de Robin Hobb. J'ai lu les 4 premiers tomes. Je suis sur le 5e, que j'ai pas fini. Et donc j'ai lu L'Apprenti Assassin, L'Assassin du Roi, La Nef du Crépuscule et Le Poison de la Vengeance. J'ai pas fini encore. Si je devais faire un classement très brut là, je dirais tome 2, tome 1, tome 3, tome 4. C'est ce que je me suis écrit. Effectivement, les tomes 3 et 4 sont un peu plus... J'ai la sensation qu'il se passe peut-être un peu moins de choses. Et puis en fait, on a perdu aussi quelques personnages. Il est un peu plus tout seul, notre bon Fitz. C'est néanmoins génial, attention. C'est-à-dire que c'est vraiment, je les hiérarchise parce que je dois les hiérarchiser. Comment commencer ? Par dire que j'aime Robin Hobb. Voilà, franchement, je suis absolument fan de sa plume. J'adore son utilisation de la première personne. Et en fait, je me rends compte, a posteriori, pourquoi j'ai choisi d'utiliser la première personne dans L'étreinte éthérée. J'avais pas fait ce travail, je m'étais pas posé la question à l'époque. J'avais juste essayé d'écrire avec un narrateur omniscient et ensuite d'écrire avec un narrateur à la première personne. Et je m'étais rendu compte que ça matchait mieux, ça marchait mieux à la première personne. Et en lisant Robin Hobb, j'ai pu avoir un point de vue un peu plus extérieur, un peu plus haut niveau, et j'ai compris pourquoi j'aimais tant la première personne. C'est parce que dans l'utilisation de la première personne, il y a un côté très mystérieux, parce que du coup, on ne sait que ce que c'est le personnage principal. Il y a un côté très introspectif, il y a un côté très réflexion, et ça, c'est génial. C'est-à-dire que il n'y a pas meilleur moyen de traduire le développement d'un personnage que de le faire parler à la première personne. Et c'est ça que j'adore. En plus, moi, je suis un énorme fan de philosophie, de développement personnel, donc j'aime beaucoup
qu'on ait, entre guillemets, l'intelligence émotionnelle de se remettre en question et d'évoluer. Et dans un écrit à la première personne, ça se ressent fortement. Parce qu'évidemment, on fait pas vraiment d'écrit à la première personne sur un mec complètement têtu qui change pas du début à la fin. Sinon, t'as pas vraiment d'histoire. Quoique, c'est peut-être une idée, hein, d'ailleurs. Hein. Voilà. Ouais, on va peut-être faire ça maintenant. On va écrire un livre sur un personnage qui change pas et qui est bien têtu. Qui fait bien toutes les mauvaises décisions. Voilà. Donc, il y a ce côté philosophique que j'ai adoré. En fait, ce que j'adore dans Robin Hobb, c'est qu'il y a des moments, je peux surligner une phrase, la sortir de son contexte et faire un petit débat philosophique autour de ça. Je vais essayer de vous en retrouver, mais en vérité, il y en a plein quand même dans le livre. Et il y a cette phrase du roi qui est... Attends, c'est une phrase du roi ? Oui, c'est une phrase du roi subtil. Ouais. Qui est... Ne fais jamais ce que tu ne peux défaire avant d'avoir réfléchi à ce que tu ne pourras plus faire une fois que tu l'auras fait. Ça, tu vois, c'est des tournures très poétiques. J'aimerais bien la voir en anglais, cette citation, pour voir comment elle sonne. En français, elle est très poétique. Et c'est marrant parce que, à la fois, en la lisant, je sais tout de suite ce qu'elle veut dire, mais en même temps, plus je me concentre dessus, plus je la trouve compliquée. Et plus j'arrive moins à l'expliquer. Et voilà, donc ce genre de phrase, moi, je les kiffe. En plus, elle est fan des animaux, donc moi, ça m'a touché de ouf. Tu vois, il y a cette phrase géniale, pas très long après de la première. Si ces gens avaient été des chiens, ils m'auraient reniflé sous toutes les coutures, puis se seraient retirés. Mais les humains n'ont pas ce sens inné du respect. J'adore la vibe animalière qu'elle a dans son roman. C'est génial. On sent vraiment la personne qui habite à la campagne et qui se sent connectée aux animaux. Et moi, ça me touche énormément, quoi. Ça me touche énormément. La relation qu'il a avec son loup, Fitz, elle est vraiment passionnante, quoi. C'est indescriptible. C'est indescriptible. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux vous lire comme citation ? Voilà, typiquement, genre de phrase. J'ai compris depuis lors que bien des gens considèrent la bonne fortune des autres comme un affront personnel. Ça, tu vois, c'est vraiment le genre de phrase, tu peux la sortir de son contexte et en parler. C'est exactement ce que je disais avant, je trouve ça génial. Et il y en a plein dans le livre. Et c'est pour ça que ça me touche énormément. Et donc, bon, là, vous le voyez pas, mais bon, grosso modo, le livre, je sais pas combien il fait de pages, mais là, tu vois, j'ai des tonnes de notes et de citations. Là, par exemple, nouvel exemple. J'ai écrit en plus, j'ai surligné la phrase et j'ai écrit à côté « Reine du dev perso » en parlant de Robin Hobb. Et la citation, c'est une citation de Doumbray qui est « Quand une idée te vient brusquement et que tu estimes que c'est la vérité sans te fonder sur aucune preuve, tu te rends aveugle aux autres possibilités. » Et putain, ça me... Putain, j'adore ça, quoi. Je suis tellement friand de ça. Et il y a tellement de ça dans l'Assassin Royal. Et c'est génial. Et dire qu'en plus, c'est un livre que j'avais pas aimé quand j'étais ado, quoi. Et en fait, je me rappelle l'avoir lu et m'être ennuyé. Et donc, j'ai mis très longtemps à me repencher dessus. Et en fait, maintenant, je le lis et je me rends compte que c'est exactement ce que moi, c'est ce genre d'écrit que j'ai envie d'avoir, tu vois. Et je suis content. Alors attention, hein, toute proportion gardée, je me compare pas du tout à Robin Hobb et à son talent. Hein. Mais je suis content parce que l'histoire de Balthème dans l'étreinte éthérée, je la vois un peu structurée comme celle de Fitz dans l'Assassin Royal. Ce chemin introspectif à la première personne, notamment. Avec ces petites phrases qu'il a parfois, de dire, tu vois, des petites phrases de dev perso, entre guillemets, de philosophe, si je devais les caricaturer. Je suis tellement friand de ça. Je pourrais franchement passer des heures à lire toutes mes notes de l'Assassin Royal. Ça ne résoudrait pas le problème, non, mais le peuple aurait le sentiment que ceux qui le gouvernent partagent son fardeau. Voilà, tu vois, ça c'est typiquement l'exemple. Si je devais faire un parallèle avec une situation politique bien évidemment inconnue, hein, je ne parle pas du tout de la politique française, mais peut-être que si certains qui nous dirigeaient ou voulaient nous diriger
était parfois moins hors sol. Peut-être que ça nous aiderait, ou on se sentirait un peu plus concerné, ou écouté. Voilà, c'est une suggestion. Toute ressemblance avec la vie réelle est parfaitement fortuite, bien évidemment. Voilà. Là, une phrase, putain, mais celle-là, elle est exceptionnelle. Quand tu retranches des bouts à la vérité pour éviter d'avoir l'air ridicule, tu finis par passer pour un crétin. Ça, j'adore. Soyez authentique, c'est ça que ça veut dire, dans le fond. Ne mentez pas, ça sert à rien, soyez authentique. J'ai adoré cette phrase. Alors, de mémoire, hein, c'est au moment où il apprend l'art avec Galen. Et donc, il y a Vérité qui lui dit, bon, grosso modo, Galen, c'est un trou du cul, et ce que faisait Sollicité pour apprendre, c'était beaucoup mieux. Et donc, Vérité cite Sollicité, et il lui dit, elle me faisait observer un cerf-volant ou une pucière. Elle me faisait observer un cerf-volant ou une poussière dans le soleil. Elle me faisait me concentrer dessus comme si rien d'autre n'existait au monde. Et d'un seul coup, elle était là, dans mon esprit, le sourire aux lèvres, et elle me complimentait. C'est elle qui m'a enseigné qu'être ouvert, c'est tout simplement ne pas être fermé. Et pour pénétrer dans l'esprit de quelqu'un, il suffit en grande partie de vouloir sortir du sien. Et j'adore ça. Si je devais le rattacher à un concept un peu plus actuel, entre guillemets, ou moins magique, plus contemporain, c'est de dire l'écoute active, c'est finalement un des premiers leviers qu'on a dans ce monde pour le faire évoluer. Quand on a la capacité d'écouter les gens, on a la capacité de faire changer le monde. Parce qu'on a la capacité de répondre aux besoins réels des gens. Et c'est tout en fait. Voilà, c'est magnifique. Elle est trop forte. Donc je parlerai pas de... Enfin, en fait si, j'aimerais parler encore plus de l'Assassin Royal. Je le ferai. Je pense que je préparerai un petit melting pot de toutes les meilleures citations une fois que j'aurai fini tout le cycle. Mais si je devais dire quelque chose sur l'Assassin Royal, c'est que c'est un bouquin de fantasy qui est absolument génial. On se sent profondément attaché aux personnages de par le style d'écriture à la première personne. Les personnages sont très attachants. Les relations entre les personnages sont absolument géniales. Et il y en a beaucoup. Et toutes sont nourries de manière différente. Et ce qui est marrant, c'est que parfois, il y en a certains qu'on oublie parce que Fitz les voit plus. Et en fait, c'est ça. C'est la réalité. C'est-à-dire que parfois, on a tellement de choses à faire. On prend pas le temps d'aller rendre visite à tous ceux à qui on devrait rendre visite. Et ça, on le ressent dans le livre. C'est absolument génial. Le rapport aux animaux, je le répète, mais ça, c'est top. Et surtout, cette volonté avec l'évolution de Fitz de nous transmettre des valeurs et des messages est priceless. Voilà. Lisez Robin Hobb. C'est absolument magique. Sur ce, j'en ai fini pour la petite rétrospective des livres que j'ai lus en 2024. Rétrospective personnelle, évidemment. Donc, un livre de dev perso sur comment lutter contre le syndrome de l'objet brillant. Jack London et le vagabond des étoiles, un livre philosophique à souhait qui est absolument génial. Les accords Toltec, d'utilité publique. Et l'Assassin Royal, un bon livre de fantasy qui, je pense, mérite d'être lu et relu. Voilà, même si c'est long. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour reparler encore une fois de livres que j'ai lus. J'aime beaucoup l'exercice de me replonger dans mes notes et de vous partager ce que j'ai pu ressentir en lisant ces trucs, en lisant ces phrases. J'adore vous partager ça. Je vais continuer à le faire. Et sur ce, je vous souhaite bonne continuation de soirée, de journée, en fonction de l'heure à laquelle vous m'écoutez. Et on se retrouve très bientôt. C'était Ibellion, à plus.